Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans votre édition d'information. Voici les grandes lignes. Un symposium à l'honneur de la dépouille mortelle d'El Hadj Boubacar Biro Kanté, décédé le 29 juin dernier au Maroc, a été organisé ce samedi par le gouvernement guinéen. Vous aurez plus de détails dans ce journal. Les citoyens des localités impactées par le projet du barrage de Soapiti vivent au jour le jour avec la peur dans le ventre depuis plus de 8 mois. Chaque jour, selon les informations, les populations de cette localité sont confrontées à d'énormes difficultés dont les tremblements de terre. Les détails, c'est dans cette édition d'information. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Comme je vous le disais au sommaire, le gouvernement guinéen a organisé ce samedi un symposium à Conakry à l'honneur de la dépouille mortelle de l'ancien compagnon de lutte El Hadj Boubacar Biro Kanté, décédé le 29 juin dernier au Maroc. C'était une cérémonie émouvante en présence des membres du gouvernement, parents, amis et proches. Yaye Oumoubari et Moustapha Diani. C'est dans la salle du congrès du Palais du Peuple, en présence du chef de l'État, les membres du gouvernement, parents, amis et proches, qu'un vibrant hommage a été rendu à l'ancien homme de lutte, El Hadj Boubacar Biro Kanté. Alpha Condé témoigne de la loyauté de ce témoin de l'indépendance. La mort de El Hadj Biro Kanté doit toucher tous les Guinéens, et moi particulièrement. Mais les relations avec lui étaient directes sans intermédiaire. Bien avant que je sois président, régulièrement, il m'envoyait des notes et il participait à toutes les activités. Tout le monde a vu comment il a participé au 60e anniversaire. Donc, c'est une grande perte. Devant le public, pour Hadja Sarandaraba Kaba, la Guinée a perdu un de ses dignes fils. El Hadj Biro n'a jamais cessé toute sa vie de nous fréquenter, de nous donner des conseils, de prier pour nous. Il organisait des lectures de Coran pour nous. Mais ce que nous retenons le plus, mon époux et moi, et je parle aujourd'hui avec sa permission, il est ici présent dans la salle, c'est qu'il nous a toujours dit qu'il fallait que nous soyons Guinéens et que nous nous améliorions tous les jours sur tous les plans. Sous l'émotion, l'épouse du défunt El Hadj Biro Kanté affirme que son époux était un père et un ami exemplaire. C'était mon mari. Mais quand tu fais plus de 60 ans avec quelqu'un, là, elle l'a fait. Nous n'étions que des amis même. Je sais qu'il était bon, gentil. Il m'a aimé. Sinon, c'est moi qui l'ai accompagné. C'est moi qui étais malade, il m'a accompagné. Regardez, notre fille, ils se sont bien occupés de moi. Tout ce qu'on dit de lui là, ça c'est petit. Je ne peux que prier pour lui. Après cette cérémonie funèbre, le cortège funèbre a pris le départ en direction pour Dabola, où son inhumation aura lieu ce dimanche 4 juillet 2021. El Hadj Boubacar Biro Kanté laisse derrière lui une veuve et 15 enfants. Nous restons toujours dans le même cadre pour dire que plusieurs personnalités du pays présentes à ce symposium ont témoigné la bonne foi de l'homme. Nous vous proposons de les suivre au micro de Yaye Oumoubari. El Hadj Biro Kanté, pour nous, est un véritable symbole. Est un échantillon dignement représentatif dans le long combat des peuples africains pour leur accession à la souveraineté. Pour nous qui sommes encore jeunes, qui n'avons pas connu le président Sékou Touré, qui n'avons pas connu le PDG de 1984, El Hadj Biro était encore notre camarade de lutte. Et pour nous, de sa naissance et de son appartenance au PDG jusqu'à ce 29 juin 2021, El Hadj Biro ne s'est pas reposé. Nous retenons d'El Hadj Biro Kanté un Guinéen patriote qui est esclave de ses convictions. Il
a su défendre la vie du rang, les valeurs de la République. Il a eu un amour pour la patrie et surtout, il est resté fidèle à ses convictions jusqu'à sa disparition physique. Je retiens beaucoup de choses de mon défunt père que je ne pourrais pas énumérer. Je vous dirais simplement que c'était un père aimant, un père conseiller pour nous, un père protecteur, un père qui n'a cessé d'aimer ses enfants, un père certes strict, sévère, mais dont le souci principal a été de nous inculquer des valeurs de moralité, des valeurs de loyauté, des valeurs de partage. Tonton était une référence pour nous. Il avait un sens très large de la famille. Pour lui, la famille après les autres. Il va nous manquer en 16 ans. Il était incomparable. Tonton était à l'écoute de tout le monde. Il était là à rendre service. Et nous prions Dieu là où il part là, que la terre lui soit légère, que Dieu lui accorde le paradis pour son repos éternel. Les cas des accidents mortels de la circulation sont devenus monnaie courante en Guinée. La plupart des citoyens perdent leur vie dans les rues. D'autres victimes restent avec des séquelles le restant de leur vie. Notre rédaction s'est intéressée à ce sujet. Maria Makindibari et Al-Hassan Souma pour plus de précisions. En Guinée, les routes tuent plus que l'Opalie suite aux accidents de la circulation. Chaque année, nombre de citoyens perdent leur vie à travers des accidents de la circulation. La mauvaise conduite des chauffeurs et l'état des routes seraient à la base de ces accidents, parfois mortels. Je pense que cette situation est due à l'incivisme des Guinéens. Par rapport à dans tous les secteurs, l'incivisme est grandissant en Guinée aujourd'hui. Si vous regardez même l'attribution des permis de conduire, les mototaxis, tout est bâclé en Guinée aujourd'hui parce que même les chauffeurs sont mal formés, les conducteurs de mototaxis, c'est des enfants, les mineurs qui conduisent n'importe comment, ils ne respectent pas, comment dirais-je, les codes de la route, pas du tout. Surtout les mototaxis et les taximans aussi, chacun fait ce qu'il veut en Guinée. Préoccupé de cette situation, cet autre citoyen interpelle les autorités face à leurs responsabilités. Toujours c'est l'État qui doit prendre au sérieux de cela. C'est-à-dire, ils vont, parce que la route n'est pas bonne. La route n'est pas bonne. Ils vont bien travailler sur la route, non seulement réparer les routes, et puis mettre les policiers en disposition pour que les taxis-motos, les taximètres se comportent bien sur la route. Vraiment, je lance à l'État de chercher à redoubler d'efforts et de mettre les agents de sécurité routière partout et où le besoin sera. Pour remédier à cette situation, le respect des codes de route et la mise en bon état des routes seraient nécessaires. Je vous le disais également, depuis plus de 8 mois, les citoyens des localités impactées par le projet du barrage de Soapiti vivent au jour le jour avec la peur dans le ventre. Chaque jour, selon les informations, les tremblements de terre sont constatés. Des séismes qui ne passent sans conséquence avec d'énormes pertes sur la population mais aussi les animaux domestiques qui meurent. De l'autre côté, les champs ne sont pas épargnés. On suit ce reportage à grand format d'Alpha Oumar Diallo. Kouria, Amdalaï, Danebassa sont entre autres quelques quartiers relevant de la préfecture de Télémélé, située à 270 km de la capitale Conakry. Ici, le projet de construction du barrage hydroélectrique de Soapiti a considérablement impacté les populations locales. D'abord, des concessions et des champs ont été submergés par l'eau et des animaux domestiques dispersés. Plusieurs villages déplacés, des tremblements de terre se font remarquer à tout moment. Par exemple, au quartier d'Ognol, dans la sous-préfecture de Kolé, l'on constate les traces du séisme, des maisons fissurées et des cages emportées. Sur le passage, nous avons rencontré une vieille femme âgée de 125 ans. Elle se nomme Maria Matamaro. Suite à un tremblement de terre,
une partie de sa maison s'est écroulée et elle s'est prise 2 briques au niveau des jambes. J'ai été fauchée par 2 briques dans la maison. Et aujourd'hui, je passe la nuit dans une case ronde qui m'a paralysée automatiquement. J'ai aujourd'hui 125 ans. Si tous les Guinéens se réjouissent de l'installation du barrage Swapiti, tel n'est pas le cas chez les riverains. Aujourd'hui, des centaines de familles passent la nuit à la Belle Étoile pour faute d'abri, d'autres par peur de périr à un éventuel effondrement de leur maison avec le séisme. Depuis que le barrage a été installé, nous assistons à des tremblements du jour au soir. Parfois, c'est 2 ou 3 fois par jour. En plus, nos champs cultivables ne sont plus accessibles parce qu'il n'y a plus de production. Nous n'avons pas d'eau et comme vous le constatez, personne ne travaille actuellement. Cette dame mariée et mère de plusieurs enfants qui a vu sa case s'effondrer ce vendredi matin a du mal à retenir ses larmes. Elle appelle le soutien de l'État. Toutes nos maisons sont tombées. J'ai envoyé mes enfants dans la grande famille. À mon retour, c'est le même constat. Nos bœufs, nos poulets et même nous ne sommes pas épargnés. Cet autre villageois qui a vu tout son voisinage lui quitter se remet à la volonté de Dieu et accuse les agents recenseurs. Nos plantations ont été recensées, mais sans suite. Aujourd'hui, là où on se débrouille est impacté par l'eau. Chez nous ici, même les étrangers venaient pour se procurer de l'huile de palme. Mais hélas, cela s'ajoute à ce tremblement de terre qui nous inquiète. Pour ces membres de l'Union des impactés de Swapiti, cet effondrement des concessions crée une séparation des familles dans plusieurs localités. Nous sommes impactés à des différentes formes. La première forme, il y a la dissociation des familles, mais on n'a pas le choix pour l'intérêt de la Guinée. Deuxièmement, vous constaterez qu'il y a des biens de cette population qui ne sont pas encore définitivement compensés. Donc la nécessité est là. Deuxièmement, les villages qui sont restés, ou des villages qui sont partiellement, je vais dire, déguerpis, ont des difficultés. Des villages qui n'ont pas d'infrastructures sanitaires, scolaires ou routières. Les maisons sont fissurées. Les gens n'ont plus la confiance de passer la nuit dans leur maison. Parce que d'abord, la première des choses sur cette terre, c'est la vie. Il faut sauver ton âme. Et lorsque ce risque est élevé, tu ne peux plus penser à autre chose. Nous avons besoin de l'assistance de toutes les institutions. Parce que nous sommes ceux qui se sont sacrifiés pour l'intérêt supérieur de ce peuple de Guinée. Le maire de la sous-préfecture de Kouria, que nous avons tenté d'entendre sur cette situation, a rassuré que ces informations seront remontées à sa hiérarchie afin de trouver une solution durable. Pendant ce temps, cette population, composée majoritairement de femmes, est partagée entre tristesse et inquiétude. Suspendu depuis le 3 juin après le second coup de force du colonel Assimi Goïta, ce vendredi, la France a annoncé la reprise de ses opérations militaires conjointes ainsi que ses missions de conseil avec les forces armées maliennes. Commentaire Yaya Bari. À l'issue de consultations avec les autorités maliennes de la transition, la France prend acte des engagements des autorités maliennes de transition endossé par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO et a décidé la reprise des opérations militaires conjointes ainsi que des missions nationales de conseil qui étaient suspendues depuis le 3 juin dernier. Selon la ministre française des Armées, cette décision est motivée par la nécessité de participer avec les alliés européens et américains aux côtés des pays sahéliens et des missions internationales pour combattre les groupes djihadistes qui sévissent au Sahel, a conclu vendredi le ministère français des Armées dans son communiqué.
même si elle ne remet pas en cause le désengagement progressif au Sahel annoncé par Emmanuel Macron au profit de Takuba, groupement de forces spéciales européennes dédié à la lutte contre les djihadistes et qui compte actuellement 600 hommes au Mali, dont des Français, les autres des Estoniens, des Tchèques, des Suédois et des Italiens. Aujourd'hui, nous ne voyons pas d'inflexion de réticence ou de remise en cause liée à la situation politique au Mali, a assuré Florence Parly, estimant d'autant plus important que nous consolidons Takuba que nous lui voyons un rôle majeur dans les prochaines années. Sport à présent, la désignation du meilleur entraîneur de la Ligue 2 a suscité des réactions dans le milieu sportif guinéen. Ce samedi 3 juillet, le responsable de marketing et partenariat TV de la Ligue a donné des explications. Il a aussi annoncé des nouveautés pour la saison 2021-2022. Ibrahima Diallo. Comme à l'accoutumée, la Ligue guinéenne de football professionnel récompense les footballeurs et les entraîneurs qui se sont illustrés lors de la saison. Pour cette année, le choix du meilleur entraîneur de la Ligue 2 ne fait pas l'unanimité auprès des acteurs du football guinéen. Je pense que c'est l'événement qui enjaille un peu la cité, mais je vous dirais que la Ligue n'a pas nominer quelqu'un, la Ligue n'a pas décidé à la place des acteurs. Nous, ce que nous avons fait au niveau de la Ligue, le comité d'organisation a procédé à des séries de questions, a sorti des fiches de vote et a donné, pour les mieux imprégnés de la compétition, c'est les journalistes sportifs bien sûr, a envoyé les mails aux journalistes sportifs. Il y a eu quelques retours de mails, je vous dis clairement, il n'y a pas eu 80 ou 90% de réponses, mais les réponses qui sont venues à la Ligue, c'est ces réponses-là, nous avons recueillies, parce que le comité qui était à la Ligue, ce n'est pas un comité technique, c'est le comité de centralisation. La saison sportive 2021-2022 est prévue au mois de septembre prochain. La Ligue guinéenne de football professionnel annonce les couleurs de la nouvelle saison. Le président de la Ligue guinéenne de football professionnel vous a donné un peu les couleurs de la nouvelle saison. C'est l'organisation de la Coupe de la Ligue qui est une nouveauté. Et la deuxième nouveauté, c'est l'obtention des terrains. Et je profite de l'occasion pour remercier la Fondation KPC pour l'humanitaire qui nous a offert des stades. Donc le championnat va être, c'est national déjà, donc ça va donner la dimension nationale vu que les matchs vont retourner dans leur région. Je veux parler du Felostar qui va retourner à la baie, je vais parler de Luba qui va retourner à Kindia, éventuellement du CIK qui va retourner à Kamsar. À rappeler que le Milo de Cancan et le FC Séquence sont les clubs promis à Ligue 1, tandis que l'ASFAG et le Santoba joueront la Ligue 2 la saison prochaine. Voilà, c'est cet élément de Ibrahima Diallo qui met fin à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes en compagnie de Star 21 TV, la télé du 21e siècle. À bientôt.